KPMG Fréquence Banque. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021, au micro, Kenza Moulin. Aujourd'hui, nous avons convié, mais à distance toujours, Arnaud Bourdeil, associé et responsable des activités d'audit bancaire de KPMG France, avec qui j'aurai le plaisir de faire le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire, et Stéphane Salabert, associé consulting banque de KPMG France, en charge des sujets conformité, qui nous décryptera les nouveautés de la lutte anti-blanchiment pour les établissements financiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. À la une de l'actualité réglementaire bancaire, les ordonnances de transposition en droit français des directives européennes CRD5 et BRRD2 et 3 publications de l'autorité bancaire européenne. Tout d'abord, la version finale de son texte sur la consolidation prudentielle. Ensuite, l'étude de faisabilité concernant la constitution d'un système intégré de déclaration. Et enfin, le rapport de l'EBA sur les enquêtes clients mystères menées par les autorités nationales. Mais sans faire plus de mystère, commençons tout de suite cette émission. Entamons le tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire avec le projet de loi de ratification des ordonnances transposant les directives européennes CRD5 et BRRD2. Arnaud, dans quel contexte ces ordonnances, publiées le 31 mars dernier, s'inscrivent-elles ? Ces deux ordonnances s'inscrivent dans le cadre de la loi Pacte qui autorise le gouvernement à transposer par ordonnance les directives européennes CRD5 et BRRD2. Cette transposition permet de renforcer la stabilité financière par l'accroissement à la fois des exigences de fonds propres et des pouvoirs des autorités de supervision bancaire. La première ordonnance transpose les exigences de la BRRD2 relatives à la gestion des crises bancaires. Elle vise à améliorer la mesure des risques et de la quantité de capital disponible pour absorber d'éventuelles pertes. Elle consacre également l'objectif de restaurer la solvabilité d'une banque sans recourir à des fonds publics grâce à une procédure dite de résolution. Enfin, elle contribue à la protection des investisseurs particuliers en renforçant l'encadrement de la commercialisation des instruments de dette convertibles. Et pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur la directive BRRD2, je les invite à réécouter dans l'application mobile Radio KPMG ou sur kpmg.fr notre émission du mois de mars 2021, au cours de laquelle Alexandra Vezmar a présenté le contenu de cette directive. Arnaud, qu'en est-il maintenant de l'ordonnance de transposition des exigences de la CRD5 que vous évoquiez à l'instant ? La seconde ordonnance transpose les exigences relatives à la supervision des banques et a notamment pour objectif de préciser les modalités de détermination des exigences de fonds propres, les règles de calcul des coussins de fonds propres et du score des établissements d'importance systémique. Elle prévoit également le renforcement de la surveillance des filiales européennes de grands groupes étrangers dans l'objectif de favoriser l'intégration transfrontalière des groupes bancaires européens. Nous rappelons aux auditeurs que l'adoption de la loi par le Parlement, puis sa publication au journal officiel, entérineront la transposition des directives européennes CRD5 et BRRD2 en droit français. Intéressons-nous maintenant à la publication par l'EBA, le 15 avril dernier, de son projet final de RTS, précisant les conditions dans lesquelles la consolidation prudentielle doit être effectuée. Ce texte était très attendu par les établissements et a d'ailleurs mis un certain temps à être publié. Ce texte précise les méthodes de consolidation prudentielle appropriées pour le calcul des exigences sur une base consolidée. Il prend en compte les lignes directrices sur l'identification et la gestion du risque de step-in ou risque d'intervention, publiées par le comité de Bâle, et intègre par conséquent plusieurs indicateurs qui devront être évalués afin d'identifier les situations qui nécessiteraient une intervention des pouvoirs publics. Nous pouvons également ajouter que ce projet final de RTS précise notamment les conditions d'application des différentes méthodes de consolidation prudentielle. Oui, tout à fait. Les entités à inclure dans le périmètre de consolidation prudentielle sont notamment les établissements bancaires, les autres établissements financiers et les entreprises de services auxiliaires. Et est-ce que des changements ont été introduits par rapport aux documents consultatifs ? Ce RTS final a été révisé pour intégrer les amendements introduits par le règlement CRR2 et la directive CRD5, ainsi que les commentaires reçus lors de la consultation publique. Toutefois, l'un des principaux changements concerne l'article 18, paragraphe 8, nouvellement introduit dans le CRR, qui donne le pouvoir aux autorités compétentes d'exiger la consolidation prudentielle, intégrale ou proportionnelle,
des participations dans des entreprises non financières dans le cas où il y a un risque substantiel d'intervention de soutien financier, même si cela est non prévu contractuellement. Pour évaluer ce risque, le RTS liste d'ailleurs plusieurs indicateurs, facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes, permettant d'évaluer si une entreprise doit être consolidée intégralement ou proportionnellement à des fins prudentielles. On poursuit ce journal avec la publication par l'EBA en mars dernier d'une version consultative de son étude de faisabilité concernant la constitution d'un système intégré de déclaration, incluant à la fois des données statistiques, des données prudentielles et des données de résolution. Quels objectifs poursuit ici l'EBA, Arnaud ? Le BA souhaite étudier les possibilités de mise en œuvre de solutions permettant d'harmoniser les processus de reporting et d'améliorer leur efficacité. Pour cela, elle se réfère à l'application du principe une définition unique et un reporting unique. Dans cette perspective, l'autorité évalue la faisabilité de différentes solutions techniques en examinant si elles peuvent réduire les coûts pour les établissements, harmoniser les reportings et améliorer l'efficacité des processus, favoriser la comparabilité des informations et supprimer les définitions concurrentes pour une même notion, principe de la définition unique, et enfin, faciliter le partage de données et la coordination entre autorités de régulation, qui est le principe du reporting unique. D'une certaine manière, on comprend que l'EBA cherche à alléger les contraintes techniques qui pèsent sur les établissements bancaires en matière de reporting, alors même que les exigences de publication se sont multipliées ces dernières années. Tout à fait. Et pour atteindre ces objectifs, l'étude de faisabilité porte sur 4 éléments clés. Un inventaire de la quantité de données actuellement collectées, la proposition d'utilisation d'un dictionnaire de données unique, une étude portant sur la possibilité de constituer un point central de collecte, et enfin la mise en place d'une gouvernance assurée par un comité conjoint. On comprend que la granularité de la donnée est au cœur de cette initiative. Quels enjeux cela peut-il générer ? Une collecte de données plus granulaire permettrait de n'effectuer qu'une transmission unique, ce qui permettrait à la fois une plus grande efficacité et la réutilisation des données transmises. Cependant, l'étude de faisabilité montre que cela générerait également des difficultés juridiques et techniques, notamment pour le traitement des informations ou encore pour la responsabilité des autorités liées à la transformation de ces données. Et enfin, cela aurait également des impacts sur les processus de contrôle de la qualité de ces données. Avant de terminer ce journal, quelques mots concernant le rapport de l'EBA, publié le 3 mai dernier, sur les enquêtes menées en client mystère par les autorités nationales, en l'occurrence la CPR en France. L'objectif de ce rapport est de partager le retour d'expérience, en tirer des leçons pour identifier les bonnes pratiques des banques et les transcrire dans la réglementation bancaire. Quel est le périmètre couvert par ces enquêtes ? Le rapport couvre les thématiques qui sont encore dans le périmètre des autorités nationales et donc notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, les dépôts, les services de paiement, la monnaie électronique et les comptes de paiement. À ce stade, seul un nombre limité d'autorités nationales, dont la France, a mené de telles enquêtes. En préparant cette émission, j'ai compris que le rapport de l'EBA reprenait les approches les plus couramment utilisées par les autorités nationales sur la base d'informations collectées principalement entre 2015 et 2020. Oui, le rapport identifie les bonnes pratiques et explique que les activités de client mystère permettent aux autorités nationales de mieux comprendre les pratiques des banques et d'obtenir des résultats plus rapidement. Ceci les encourage à leur tour à prendre des mesures correctrices pour mieux se conformer aux exigences applicables et à terme, améliore la protection des consommateurs. Et quelles sont les principales bonnes pratiques identifiées grâce à cette enquête en client mystère ? Parmi celles-ci figurent notamment des aspects communs de méthodologie tels que l'organisation de la formation du personnel d'inspection et de surveillance des autorités nationales et l'identification de profils de clients cibles. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que cette enquête est bien entendu disponible sur le site de l'EBA. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une préoccupation majeure des États depuis la fin des années 80. Reconnaissant la menace pour le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de gouvernement ont ainsi créé le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, qu'on appelle également le GAFI. Ce groupe d'action financière a présenté en 1990 un premier plan d'action pour lutter contre le blanchiment de capitaux. De leur côté, les institutions européennes ont défini en 1991 un premier cadre réglementaire qui n'a cessé de s'enrichir depuis.
La 6e directive de lutte contre le blanchiment va entrer en application le 3 juin prochain. Et c'est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à cette question de la lutte anti-blanchiment au sein des établissements financiers et de convier Stéphane Salabert, associé de KPMG, qui exerce au sein des équipes de banque consulting. Stéphane coordonne de nombreux projets de mise en conformité, de remédiation, de transformation et d'optimisation, notamment sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Stéphane, avant de nous intéresser à la réglementation, il est toujours utile de donner rapidement quelques éléments de contexte dans le domaine de la lutte anti-blanchiment. Nos auditeurs le savent certainement, le blanchiment de capitaux consiste à faire en sorte que des capitaux acquis illégalement aient une source licite et à les insérer dans le circuit économique. Cet argent, l'argent sale, est un phénomène mondial dont les origines matérielles sont difficiles à identifier du fait de la complexité des échanges. Selon le GAFI que vous venez de citer, Kenza, le blanchiment de capitaux s'élèverait entre 2% et 5% du PIB mondial, soit entre 1 700 milliards et 4 500 milliards de dollars américains. Les établissements financiers sont exposés au risque de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires et doivent apporter la preuve de l'efficacité de leur dispositif. Vous l'avez dit en introduction, depuis 30 ans, les États, et notamment l'Europe, ont mis en place des cadres réglementaires et les ont renforcés au fil du temps. L'Union européenne a en effet publié en octobre 2018 sa 6e directive, 6 mois seulement après la 5e directive, qui, on le rappelle, date de mai 2018. Qu'apporte cette 6e directive aux banques dans le cadre de leur lutte contre le blanchiment ? Il est vrai que le cadre réglementaire européen s'est construit de manière progressive. La 4e directive marque un vrai tournant à partir de 2015 en s'inspirant des recommandations du GAFI de 2012. Cette directive renforce l'obligation de vigilance par l'extension du champ d'application à de nombreuses professions et activités, requiert l'identification dans des registres nationaux des bénéficiaires effectifs, ces détenteurs de plus de 25% d'une entité juridique, et enfin, elle précise la notion de personnes politiquement exposées, en résumé, des personnes considérées comme exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux en raison de leurs fonctions. Ensuite, en 2018, en réaction aux attentats, la 5e directive a été publiée avec pour ambition de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Elle a ainsi étendu le champ d'application des réglementations aux nouveaux acteurs, comme notamment les plateformes de cryptoactifs, les agents immobiliers ou les marchands d'art, par exemple. J'en reviens à ma question, Stéphane. Qu'apporte cette 6e directive qui entre en application en juin 2021 ? Oui, cette 6e directive précise la notion de délit de blanchiment d'argent en l'harmonisant au niveau européen à travers la définition de 22 infractions et inclut désormais, par exemple, la cybercriminalité. Ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que le fait de préciser la notion de délit de blanchiment limite les interprétations par les États et permet de standardiser ces délits. Enfin, cette 6e directive étend la responsabilité pénale aux personnes morales et alourdit les sanctions avec maintenant une peine de prison minimale de 4 ans contre 1 an auparavant. Et dans l'actualité française récente, y a-t-il des évolutions dans le domaine de la lutte anti-blanchiment ? Oui, en France, on peut noter des évolutions du cadre réglementaire en matière de contrôle interne. Le 6 janvier 2021, un arrêté dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été publié. Il devient le texte de référence dans le domaine du contrôle interne en matière de LCBFT. Il remplace les dispositions précédemment comprises dans l'arrêté du 3 novembre 2014 et donne à la LCBFT l'importance qui lui revient, en complétant notamment l'ordonnance de transposition de la 5e directive. Enfin, il intègre aussi certaines lignes directrices de la CPR, notamment celle de mars 2020 relative au pilotage consolidé du dispositif LCBFT des groupes. Stéphane Salabert, le panorama des obligations des institutions financières étant posé, qu'en est-il maintenant de leur relation avec les autorités régulatrices ? Actuellement, les régulateurs de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont les régulateurs nationaux. En France, il s'agit de l'ACPR, qui publie et met à jour régulièrement ses instructions et lignes directrices en la matière. Cette autorité conduit également des inspections au sein des institutions financières établies en France, afin de s'assurer de la conformité de leurs dispositifs par rapport aux réglementations françaises et européennes. Ces dernières années, des amendes ont été infligées par la CPR, notamment au motif que les dispositifs de contrôle étaient inefficaces, au vu par exemple d'une certaine lenteur dans le traitement des alertes.
Mais depuis quelques temps, l'autorité bancaire européenne, ou EBA, est de plus en plus présente dans la lutte anti-blanchiment. Elle a d'ailleurs publié en 2019 des lignes directrices qui proposent notamment de créer des organisations destinées à faciliter la coopération entre les autorités de surveillance des différents États de l'UE. En complément, en mars 2021, l'EBA a complété ces lignes directrices. Désormais sont précisés les facteurs que les établissements financiers doivent prendre en compte pour évaluer le risque de blanchiment lié à des relations d'affaires et les obligations de vigilance correspondantes à l'égard de la clientèle. Il apparaît donc que l'autorité bancaire européenne est un acteur de plus en plus important de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Est-ce que cela change la donne pour les banques ? Je pense que cette question ouvre le débat de la supervision bancaire européenne et de l'union bancaire. En matière de LCBFT, on observe que le cadre réglementaire européen repose essentiellement sur des directives qui doivent être, par nature, transposées en droit national. Les maturités inégales des États et les interprétations locales des directives ont créé des divergences entre États membres auxquelles tentent de remédier à la fois la 6e directive et les dernières lignes directrices de l'EBA. À mon avis, pour répondre à ce besoin d'harmonisation de la LCBFT à l'échelle de l'UE, plusieurs pistes peuvent être explorées. Par exemple, cela pourrait passer par un règlement européen, et donc d'application immédiate et homogène, et ou par la supervision de la LCBFT par des groupes de travail réunissant le régulateur européen et les régulateurs nationaux. C'est notamment le modèle des équipes de surveillance prudentielle conjointes, les JST, qui existent déjà au sein du mécanisme de supervision unique. Mais bien entendu, ce sujet appartient aux législateurs européens. En vous écoutant, Stéphane Salabert, on comprend que le cadre réglementaire est étendu. Où en sont aujourd'hui les banques d'un point de vue opérationnel dans leur lutte anti-blanchiment ? Bien évidemment, les acteurs bancaires historiques sont au cœur du système financier et ils maîtrisent donc le sujet. Ils ont développé des dispositifs conséquents qui conjuguent à la fois moyens humains et techniques dans les domaines réglementaires, opérationnels et technologiques. Ceci dit, la complexité et l'internationalisation croissante des flux financiers nécessitent de mutualiser au sein des établissements les ressources et d'automatiser les processus pour gagner en efficacité et en réactivité. Sur le plan des relations commerciales, les banques ont dû intégrer la LCBFT au cœur de leur processus d'avant et d'après-vente. Alors, ça n'a pas toujours été simple parce que les réflexes requis par la lutte contre le blanchiment peuvent sembler contraires à l'attente des commerciaux, à savoir rapidité et chiffre d'affaires notamment. Mais ce rôle de gardien du temple a un coût. Selon une étude de LexisNexis, les établissements financiers en France auraient dépensé en 2017 plus de 18 milliards de dollars. Et ce coût continue de croître année après année avec une hausse de près de 20% en 2 ans. C'est effectivement un montant important. Vous parliez d'acteurs financiers historiques. Est-ce à dire que les nouveaux acteurs n'auraient pas la même maturité en matière de lutte anti-blanchiment ? Il est difficile de répondre très succinctement à cette question car la maturité et les moyens mis en œuvre varient d'un établissement à l'autre, notamment en fonction de sa taille et de son activité. Les banques universelles ont en effet beaucoup investi dans les moyens humains et les solutions de surveillance des opérations. Cependant, aujourd'hui, l'enjeu pour elles est principalement de pouvoir rationaliser ces moyens, de gagner en efficacité et en pertinence. Pour les acteurs nouvellement régulés, on constate parfois un manque d'expertise et d'expérience en matière de LCBFT. Certains prestataires de services de paiement ou encore les prestataires de services en actifs numériques évoquent souvent la non prise en compte par la réglementation de leurs spécificités et estiment que les réglementations sont encore trop fondées sur le modèle bancaire. Au vu des missions que nous menons auprès de certains de ces acteurs, nous mesurons la difficulté qu'ils ont de définir et de mettre en place un cadre de contrôle approprié et de s'assurer de son efficacité. À l'inverse, nous observons également que les régulateurs attendent de ces mêmes acteurs un niveau de maîtrise du risque adapté, incluant des éléments tels qu'une cartographie des risques, un plan de contrôle, des procédures et notamment et surtout même des formations à destination des dirigeants et des équipes. Stéphane, je vous laisse le mot de la fin. En guise de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, en 2021, la lutte contre le crime financier et notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste un sujet particulièrement important pour l'économie et la société. Et le rôle joué par les établissements financiers y est central. Pour ma part, nos auditeurs doivent garder à l'esprit les points suivants. Tout d'abord, sur le plan réglementaire, l'importance de la mise en place d'un cadre harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, voire internationale, afin de favoriser les échanges d'informations entre États.
Deuxièmement, la nécessité pour les institutions financières de résoudre l'équation complexe entre réglementation et coût. Ceci nécessite de faire évoluer leur modèle avec une vision plus holistique et avec une meilleure intégration de la technologie. En troisième point, le besoin d'adaptation des nouveaux acteurs financiers comme les prestataires de services en actifs numériques à un cadre plus exigeant, notamment avec la loi Pacte ou encore le décret d'avril 2021 qui renforce les attentes en matière de LCBFT à leur égard. Enfin, Kenza, vous évoquiez au début de cet entretien le rôle du GAFI au niveau international en matière de LCBFT. Le GAFI qui doit justement auditer le dispositif de la France cette année. Ces conclusions sont attendues en février 2022 et elles permettront sans nul doute de tracer la route pour les années à venir. Stéphane Salabert, un grand merci à vous pour votre éclairage. Clôturons cette émission avec les principales publications KPMG parues depuis la dernière édition de Fréquence Banque, qui a été diffusée fin mars. Il y a eu une autre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 mars 2021, et puis notre traditionnel ActuBank du mois d'avril. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci à tous pour votre attention. Cette émission est maintenant terminée et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Très bonne journée à tous. KPMG Fréquence Banque.